Au large de Nagasaki, au Japon, il y a une petite île qui s'élève au milieu des vagues. Aujourd'hui, la plupart des gens la connaissent sous le nom de île du Cuirassé, car sa silhouette vue du rivage ressemble à un navire de guerre. Son vrai nom est Hashima, mais elle est gravée dans les mémoires sous Gunkanjima. L'histoire de cette minuscule parcelle de terre n'est pas celle d'une île ordinaire. Elle reflète le parcours d'industrialisation du Japon, l'essor et le déclin d'une civilisation née du charbon. En 1887, la société Mitsubishi acheta l'île. La raison était les réserves de charbon qui se trouvaient sous sa surface. À l'époque, le Japon s'industrialisait rapidement et avait besoin de plus d'énergie que jamais. Hashima devint rapidement une île minière et occupa une place spéciale au cœur du Japon industriel. Avec le temps, le charbon devint le carburant de la modernisation du Japon et Gunkanjima devint le symbole de ce processus. La vie sur l'île était différente dès le début. Toute la surface était recouverte de bâtiments en béton. Tout était conçu pour exploiter au maximum l'espace limité. Immeubles d'habitation à plusieurs étages, maisons attenantes, rues étroites et murs de béton s'élevant vers le ciel. Parmi ceux-ci, il y avait des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, des marchés et des infrastructures sociales. Gunkanjima fut transformée en ville autosuffisante. CE fut l'une des premières implantations au Japon à être entièrement construite en béton, illustrant la vision technique de son époque. La population de l'île augmenta rapidement. Dans les années 1950, plus de 5,000 personnes y vivaient. C'était un nombre extraordinaire pour une si petite île. La densité de population par kilomètre carré atteignit des niveaux jamais vus ailleurs dans le monde à l'époque. Gunkanjima, selon les registres officiels, était l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. La vie quotidienne suivait le rythme de la mine. Tôt le matin, des milliers d'ouvriers descendaient dans les tunnels, extrayaient des blocs de charbon et revenaient par les mêmes rues étroites le soir. Les enfants allaient à l'école, jouaient dans des cours en béton et les familles se réunissaient dans des espaces sociaux très restreints. Cinéma, installations sportives et lieux de culte offraient des moments de respiration. Mais tout tournait autour du charbon. Un autre aspect de la vie à Gunkanjima était marqué par la tragédie. Affaissement, explosion de gaz et accidents de travail coûtaient la vie à des dizaines de personnes. Les jours de tempête, la fureur de la mer frappait l'île et érodait esseuse murs de béton. Lors d'un typhon dans les années 1950, des parties de bâtiments s'effondrèrent et des jours de peur envahirent les insulaires. Malgré tout, la vie continuait. Des gens naissaient, grandissaient, travaillaient, et plusieurs générations vécurent dans les mêmes bâtiments. En 1959, la population atteignit son pic à 5,259 personnes. CE fut l'une des villes insulaires les plus denses de l'histoire. Mais cela n'a pas duré longtemps. Dans les années 1970, le Japon commença à se détourner du charbon au profit de nouvelles sources d'énergie comme le pétrole et le gaz naturel. Les réserves de charbon à Gunkanjima s'épuisèrent rapidement. L'extraction n'était plus rentable. En 1974, Mitsubishi décida de fermer la mine de l'île. La décision fut suivie d'une évacuation. Les rues étroites qui avaient résonné du bruit des enfants et des pas des ouvriers se vidèrent rapidement. Les habitants quittèrent leurs maisons, leurs biens, leurs souvenirs. En une nuit, l'île devint une ville fantôme. Les bâtiments de béton furent abandonnés au vent, aux vagues et à l'air salin. Les toits commencèrent à s'effondrer, les murs à se désintégrer. La nature reprit peu à peu ce droit. Les raisons de l'évacuation étaient claires. Le charbon avait perdu sa valeur, les réserves s'étaient épuisées, les politiques énergétiques modernes et les conditions de vie insoutenables s'étaient imposées. Cependant, les conséquences furent bien plus dramatiques que prévu. Gunkanjima ne fut plus gouverné par les hommes, mais par la nature. Aujourd'hui, Gunkanjima attire l'attention en tant que ville abandonnée.
Blocs de béton, classes vides, machines rouillées, rues silencieuses. Tout témoigne de l'essor et du déclin de l'humanité. En 2015, l'UNESCO a inscrit l'île au patrimoine mondial comme site de la révolution industrielle de Meiji au Japon. Cela a confirmé que Gunkanjima n'est pas seulement une ville fantôme, mais aussi un trésor culturel. De nos jours, des visites guidées sont organisées pour les touristes. Pourtant, la majeure partie de l'île est interdite d'accès pour des raisons de sécurité. Malgré cela, l'ombre de SES bâtiments abandonnés suffit à fasciner les visiteurs à distance. L'île est devenue le sujet de documentaires et de films, et reconnue comme un symbole des villes dystopiques dans la culture mondiale. L'histoire de Gunkanjima ne parle pas seulement d'une île, mais d'une époque. L'ascension grâce au charbon, une ville construite en béton, une vie marquée par les tragédies, et finalement une cité fantôme abandonnée. Tout cela porte les traces des efforts humains pour transformer la nature et sa dépendance à l'énergie. Aujourd'hui, cette île silencieuse au milieu des vagues nous rappelle une vérité. La distance entre l'ascension et la chute de l'humanité peut parfois être aussi courte que les frontières d'une seule île. Si l'histoire impressionnante et tragique de Gunkanjima vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez partager vos pensées sur Gunkanjima et le processus d'industrialisation du Japon ci-dessous. Nous sommes curieux de savoir ce que vous connaissez ou ressentez à propos de cette île. Nous attendons vos commentaires avec impatience.